I don't know of any program in Uganda. Of course not. يصلون الليل بالنهار استعدادا. ¿Cuál sería su reacción? В 21 веке гражданка Райс вспомнила. 这两天，原本居住在祁连县偏远部区的牧民 बॉलीवुड 南 स्टार्स 家 की कपड़ों की लोड शेडिंग की बात कर रहे हैं। Todos juntos. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, cette émission que vous retrouvez tous les jours sur France Culture entre 11h et 11h50, une émission dans laquelle vous retrouverez la chronique d'Alexis Patovcev, la chronique frontière, non pas vers le mi-temps de l'émission ce matin, mais à la fin de l'émission. Aujourd'hui et pour nos 3 prochains rendez-vous, nous allons vous proposer de réentendre certains des débats qui ont eu lieu le 23 novembre dernier à l'auditorium du Parc Chanot à Marseille lors des 19e rencontres d'Averroès, des rencontres tenues sous le thème de la cité en danger. Aujourd'hui et demain, nous allons vous proposer d'entendre l'une des 3 tables rondes que j'avais moi-même modérées. Et puis jeudi, on vous proposera d'entendre la 3e table ronde, animée cette fois par Thierry Fabre, le fondateur, l'organisateur de ces rencontres d'Averroès. Il avait réuni Guillaume Leblanc, Panagiotis Grigoriou, Ziad Majed et Raimundo Viejovinas autour de cette question entre tyrannie des marchés et défiance des élections. La démocratie peut-elle se réinventer? Quant à la première table ronde, animée cette fois par Emmanuel Laurentin, vous pouvez d'ores et déjà la réentendre, l'entendre, la retrouver sur le site internet de France Culture. Entre dictature et démocratie, fin de l'histoire ou d'une histoire, étaient réunis autour de la table Françoise Arvanitis, Ahmet Insel, Pilar Martinez-Vasseur et Angelo Dorsi. Mais pour commencer, donc, cette série spéciale des 19e rencontres d'Averroès entre renaissance citoyenne et transparence politique, révolution numérique ou contrôle des libertés, avec 4 intervenants, Milad Douei, Fabrice Epelboin, Andrea Briganti et Amira Yayaoui, qu'on retrouve tout de suite. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue. Merci beaucoup d'être venus aussi nombreux donc, pour cette table ronde, pour cette 19e rencontre d'Averroès. Une table ronde ce matin sous le signe de la révolution numérique, entre renaissance citoyenne et transparence politique, révolution numérique ou contrôle des libertés, point d'interrogation, c'est le titre de cette table ronde. Alors qu'est-ce que cette révolution numérique, elle change au plan politique? En quoi est-ce qu'on est en train peut-être d'assister à l'émergence d'un nouveau modèle, d'un nouvel espace public plus participatif, plus interactif, qui modifie en profondeur, bien sûr, nos démocraties, qui nous oblige à repenser aussi la citoyenneté, notre citoyenneté. Est-ce qu'on est entré à l'ère du numérique aussi dans un moment post-démocratique, avec une remise à plat aussi peut-être des rapports entre gouvernants et gouvernés? Et est-ce que ce moment saura tenir ses promesses en termes de transparence? On sait que, on dit souvent que les technologies portent en elles peut-être cette espérance de transparence, en tout cas en apparence, on verra si c'est le cas. On en parle donc ce matin avec 4 invités. D'abord Milad Douei, qui est à mes côtés. Milad Douei, qui est historien des religions, un spécialiste du numérique. Il est titulaire de la chaire de recherche sur les cultures numériques à l'Université Laval, Québec. Parmi ses projets évidemment de réflexion figure une réflexion évidemment sur l'humanisme numérique. J'indique 2 de vos ouvrages, Milad, pour un humanisme numérique qui était paru au Seuil l'année dernière, et puis Rêverie d'un promeneur numérique également, toujours au Seuil. Ensuite, on a Fabrice Epelboin, qui est un entrepreneur français, spécialiste des médias sociaux, spécialiste du web social, enseignant au sein du Media Lab de Sciences Po Paris. Il a cofondé, c'était en 2008, OVNI avec Nicolas Voisin. Il est impliqué dans la lutte contre la loi Hadopi, très impliqué donc dans la défense des libertés numériques. Il fait partie des fondateurs du réseau des pirates et puis il était engagé bien sûr aux côtés des cyberactivistes tunisiens notamment, mais pas seulement. À ses côtés, Amira Yayaoui, qui est originaire de Tataouine en Tunisie. Elle milite pour les libertés d'expression, contre la censure. Elle est connue pour ses activités de cyberactiviste, même si elle nous le dira tout à l'heure, elle aime pas qu'on la qualifie de cyberactiviste ou de blogueuse, mais elle nous expliquera tout à l'heure peut-être ça. En tout cas, elle combat pour plus de transparence clairement en Tunisie. Elle a fondé notamment, elle a créé cette ONG Al-Baousala, je ne sais pas si on prononce comme ça, donc qui vise à surveiller les travaux de l'Assemblée constituante. Et enfin, à ses côtés, Andrea Briganti, qui est lui sociologue, professeur de théorie sociale au département de sociologie de l'Université Trente en Italie. Il enseigne donc la sociologie de la communication et les rapports espace et culture. Et il s'intéresse à l'impact des nouveaux médias sur l'espace public. Voilà. On va commencer avec notre historien. C'est toujours bon d'avoir un peu de perspective historique dans ce genre de cas. Le titre de cette table ronde, Milad Douei, c'est, je le rappelais tout à l'heure, entre renaissance citoyenne et transparence politique. Renaissance citoyenne, alors on a beaucoup dit évidemment
propos des révolutions arabes, le rôle des nouvelles technologies de l'information et de la communication, des réseaux sociaux dans ces soulèvements populaires, qu'elles avaient été rendues possibles par l'utilisation généralisée des réseaux sociaux, même si parfois c'est peut-être un peu abusif, on en parlera certainement, mais au-delà d'ailleurs de ces pays arabes, on l'a vu aussi dans les soulèvements, ces fameux indignés, que ce soit à Madrid, à Athènes, à Jérusalem, un peu partout dans le monde. À l'aune de tous ces mouvements, Milad Douei, est-ce que on voit clairement que le rapport entre citoyens et État a été modifié. Est-ce que vous parleriez, vous, d'abord de renaissance citoyenne au sens de réveil du citoyen, et puis en quoi cette culture numérique dont il est question ce matin a changé précisément le concept de citoyenneté? Milad Douei. Merci. Oui, je crois qu'effectivement, il ne faut pas non plus nécessairement exagérer le rôle joué par la culture numérique, surtout dans le cadre des révolutions arabes. Ce qui ne veut pas dire, à mon avis, que cette culture n'a pas joué un rôle quand même important, parfois même déterminant. Mais peut-être avant de commencer, de donner quelques exemples de la manière dont le numérique, qui quand même, c'est un mot qui est passé assez rapidement dans notre vocabulaire, et souvent on n'est pas sûr qu'est-ce qu'il désigne. Si vous regardez par exemple dans les dictionnaires, ils sont toujours un petit peu dans un cadre relativement flou, et c'est toujours défini en fonction, en distinction avec l'analogique. Or, il me semble peut-être, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, de préciser pourquoi le numérique est-il une culture, et puis après d'essayer de donner quelques illustrations de la manière dont, surtout dans le cadre des révolutions, des printemps arabes, peu importe l'appellation qu'on va utiliser, comment cette dimension culturelle du numérique a pu jouer pour reconfigurer à la fois l'espace public et le statut, je dirais même, de citoyen. Rappelons-nous quand même qu'il faut peut-être maintenir une distinction, à mon avis, surtout vu le titre qui est le nôtre, entre transparence, surveillance et le danger qui est peut-être posé en certaines parties à la cité démocratique, qu'il existe une distinction entre informatique et numérique. Et l'informatique a commencé comme une branche des mathématiques, puis assez rapidement elle s'est autonomisée comme science à part entière, et chose assez rare, elle est devenue une industrie. À l'époque, si je ne me trompe pas, il n'y avait que la chimie qui était une industrie, et qui reste toujours une grande industrie. Et puis après, et c'est mon hypothèse, et c'est là on va entrer dans le sujet, cette industrie est devenue culture. Mais dans quel sens est-elle devenue culture? Il me semble que la dimension de la surveillance touche plutôt à l'élément industriel qui peut être utilisé par l'État, par le secteur public, par des formes de dictature ou d'autres gouvernements pour contrôler ou essayer de contrôler à la fois le comportement, pour ne pas dire des communications de leurs sujets. Elle est également culture pour 2 ou 3 raisons. La première, il me semble, parce qu'elle exige une certaine forme de compétence, un certain savoir partagé pour appartenir à cette culture qui n'est pas nécessairement liée à une génération, mais plutôt, comme on l'a vu dans le contexte du monde arabe tout récemment depuis 2 ans, qui traverse et qui est transversale. Mais au-delà de là, surtout, elle modifie notre regard à la fois sur notre passé, sur notre héritage, sur notre patrimoine et également sur la manière dont on peut interagir comme citoyen. Or, il se trouve qu'avec la culture numérique, il y a une hybridation générale de l'espace et de la spatialité, qui pour moi est un des éléments déterminants de cette dimension qu'on peut appeler révolutionnaire, mais le mot à mon sens est un peu exagéré. Je vais donner un exemple général, puis après on va essayer d'entrer peut-être dans quelques illustrations dans le contexte du monde arabe. L'hypothèse que j'ai, je vais me reposer sur un très bel article qui date des années 40, si je ne me trompe pas, de Marcel Mauss, qui s'intitule « Les techniques du corps » et qui n'est pas le livre qui a été publié sous le même titre, avec une longue préface très importante de Claude Lévi-Strauss, où il essaie de comprendre le rôle qui peut exister et le statut du corps dans une civilisation, surtout en regard aux objets culturels et la manière dont le citoyen peut intervenir dans l'espace public. Et ce qu'il essaie de dire, c'est en effet qu'il y a 2 grandes cultures qu'il va essayer de comparer, une culture avec la chaise, une culture sans la chaise. Culture de la chaise, c'est de la Chine, une culture sans la chaise, c'est l'Inde. Et si on regarde après les produits culturels et puis la gestion de l'espace public et de la communication et surtout des représentations symboliques du pouvoir et du citoyen, elles sont très très nettement différentes. Alors mon hypothèse à moi, et je crois que c'est ça, on va entrer dans le contexte du monde arabe, c'est que la culture numérique a commencé comme une culture de la chaise. On se rappelle tous, peut-être, il y en a qui sont plus jeunes que moi je suis un vieux, il y avait de gros écrans, de grands disques durs, on était obligé d'être assis devant l'écran pour pouvoir travailler. Alors aujourd'hui, avec la mobilité qui est devenue
transparente, tout a changé. Pourquoi? Parce que c'est la manière dont le corps est introduit par la voix, par le tactile, par tous les éléments qui sont devenus quotidiens pour nous. Il y a une évolution tout à fait essentielle et importante. Et je crois que dans cette mobilité, on peut trouver la transformation de l'espace public, ce qu'on a pu appeler, en revenant sur le modèle grec, de l'agora, et le lieu où le citoyen peut à la fois prendre parole, intervenir et interagir. Avec cette dimension spatiale, on voit également, je crois, une mise en question de la pertinence d'un modèle occidental très très puissant dans notre mémoire sur ce que c'est que la démocratie. Il est assez remarquable, et je fais référence ici à un très beau texte d'Émile Benveniste qui s'intitule « Deux modèles de la cité », où il a été surpris par le fait qu'en Occident, quand on parle de la démocratie, on évoque toujours Athènes comme le modèle déterminant, le paradigme essentiel. Et lui, il remarque que dans même l'étymologie en grec, polis, cité, donne naissance à politesse, citoyen. Et pour lui, il remarque, c'est assez curieux parce que cette dimension de la démocratie, elle se fonde sur une notion de l'autochtonie et de la généalogie. Alors que le modèle romain, qui est l'inverse dans l'étymologie en latin, c'est l'assemblée des citoyens, peu importe où ils se trouvent, ou bien leurs représentants légitimes, qui donnent naissance et qui spécifient le site de la démocratie ou de la ville. Rome, c'est pas le lieu géographique. Rome, c'est le lieu où se trouvent les sénateurs et les représentants du peuple et de l'Empire romain. Et dans cette inversion, dans cette problématique de déplacement, il me semble qu'on peut essayer de localiser l'importance de la mobilité qui a joué un rôle important dans tous les soulèvements, dans toutes les mises en question des formes autoritaires de gouvernement, que ce soit dans le monde arabe ou ailleurs. Alors dans ce cadre-là, on pourra dire, je crois, quelques remarques sur ce qui passait dans le monde arabe. Tout d'abord, je dirais, en partie grâce à cette mobilité qui a été portée par la culture numérique, mais pas exclusivement, on a pu témoigner une énorme évolution entre ce qu'on a pu appeler jusqu'à il y a 2 ans la rue arabe. Vous vous rappelez tous sur vos écrans de télé, il y a toujours ces manifestants qui protestaient contre l'Occident. On ne savait pas du tout est-ce qu'ils étaient gérés par les services de renseignement de tel ou tel pouvoir, vers quelque chose qui est le peuple. Et je crois que c'est cette dimension de déplacement qui est très très importante. Pourquoi c'est essentiel? Parce qu'il y a un accès aux politiques qui était inconcevable avant dans la culture politique des mondes arabes, qui a pu être mise en œuvre grâce à cette modification, en partie rendue possible par une dimension des usages des pratiques numériques. Deuxième élément qui suit, à mon sens, de ce déplacement, c'est la fin de quelque chose qui était de l'ordre de la peur dans le monde arabe. Ces moyens de communication, parce qu'ils ont permis un déplacement puissant, dans le sens où on n'est plus soumis à la violence symbolique, mais on a choisi de résister et de résister de manière explicite et visible. Alors, je dirais, c'est en partie et pas exclusivement lié à la culture numérique. Deuxième élément, je dirais, et ça on va retrouver à la fois cette mobilité, mais également les usages et intragénérationnels qui ont été permis et rendus possibles par la culture numérique, c'est quand même une mise en cause d'une certaine idéologie qui a été très très puissante jusqu'à, je dirais, 2006-2007 dans le monde arabe. Et on a vu, et on voit encore toujours, aujourd'hui on l'a vu hier en Égypte, mais je dirais même en Syrie, mais surtout en Jordanie, dont on parle très peu, comme au Bahreïn, on a eu un déplacement d'une logique politique qui était celle de la résistance vers quelque chose qui est plutôt de l'ordre de la dissidence. Et le problème avec les résistances, c'est elle émanait d'une certaine lecture politique qui ancrer la phénoménologie de l'individu arabe dans un choix tragique. Ou bien il doit résister, se battre, ou bien il doit subir. Alors que la forme de la dissidence, elle introduit des moyens de négociation, des délibérations, des échanges qui peuvent avoir lieu dans la rue avec et contre le pouvoir et qui déplacent du spectre de la violence vers une sorte d'accès aux politiques qui était inimaginable et qui ont le potentiel, à mon sens, de transformer de manière radicale le système politique ou les systèmes politiques dans le monde arabe. Et il me semble, on n'est qu'au début de cette dimension.
Miladouli, juste un tout petit mot avant de passer la parole à Fabrice Epelboin. On va faire un premier tour de table, mais sur la question des valeurs aussi. Vous avez parlé de modèle occidental. Le modèle occidental, les cultures en général, elles sont souvent associées évidemment à des valeurs. Est-ce que vous diriez que cette culture numérique a fait émerger peut-être de nouvelles valeurs, peut-être inédites, en tout cas transversales, communes à plusieurs nations, à plusieurs régions, à plusieurs communautés, voire à plusieurs tribus, que sais-je. Et au fond, si oui, lesquelles d'abord évidemment, et puis comment est-ce que tout ça a émergé ? En quelques mots. Je dirais que s'il y a un idéal de la culture numérique, c'est la transparence. Donc c'est une transparence et surtout c'est une nécessité de rendre visibles les mécanismes, les choix et surtout les décisions. Et dans le contexte du monde arabe, c'est tout à fait remarquable. Mais je crois que c'est quelque chose qui est partagé à travers la culture numérique, que ce soit en Occident, on l'a vu avec Wikileaks, avec toute une série d'autres événements qui peuvent être analysés de ce point de vue-là, et on le voit de plus en plus de cette exigence qui est devenue quand même très très visible, je dirais, dans le monde arabe. Mais au-delà de là, je crois aussi, il y a une autre manière de responsabilité qui a émergé et qui exige un échange qui n'était pas du tout légitime même dans certains cas et qui sont devenus inévitables aujourd'hui. Donc peut-être la valeur essentielle, c'est la transparence. Fabrice Epelboin, vous êtes très impliqué, je le disais, dans la défense des libertés numériques. Vous étiez un opposant à la loi Hadopi, au projet européen ACTA, ce fameux accord commercial anti-contrefaçon, qui avait été finalement rejeté par le Parlement européen en juillet dernier. Ça avait été une grande victoire pour vous, en tout cas. Ça revient sous une autre forme. Ça revient sous une autre forme, donc vous continuez votre lutte. Mais en tout cas, pour vous, il existe, grâce à Internet, un principe fondateur qu'il faut protéger, qui est celui que vous appelez la net neutralité. Peut-être on peut commencer sur ce concept, essayer de comprendre ce qu'il y a derrière, Fabrice Epelboin. Oui, on va commencer par définir un peu ce que c'est qu'Internet. Internet, c'est un réseau de réseaux. C'est une multitude de réseaux qui sont aussi bien privés que publics, qui sont reliés entre eux et qui adoptent pour fonctionner un ensemble de règles assez simples, de règles et de protocoles, et puis une philosophie qui était sous-jacente dès les premiers débuts d'Internet, qui consiste à accorder à l'information qui y circule un certain nombre de droits, celui typiquement de ne pas être modifié par le réseau qui traverse, parce qu'il faut bien comprendre que quand vous envoyez un mail à l'autre bout du monde, il va traverser une multitude de réseaux qui constituent Internet. Donc le moins qu'on puisse demander à ces réseaux, c'est de ne pas modifier l'information que vous y faites circuler, de ne pas accorder de priorité à une information plutôt qu'une autre, toutes les informations sont traitées à égalité, et de ne pas faire de discrimination en fonction de l'origine de l'information ou de sa destination. Et accessoirement, de la façon dont on la consulte, c'est-à-dire le protocole, selon que vous soyez sur le web en HTTP ou sur un protocole de type peer-to-peer ou un protocole email du type SMTP, ou il y a bien d'autres protocoles encore. Et c'est une règle qui a été évidente pendant toute la première période de l'Internet, qui est en train de se terminer, qui était une période où effectivement Internet était un espace de liberté pour les hommes et de liberté pour l'information. Et puis on a vu apparaître à partir de 2005-2006, nos amis tunisiens ont été très précurseurs là-dessus, des régimes politiques qui ont vu dans Internet à la fois une menace et donc qui se sont mis à contrôler de façon très fine l'information qui circulait par la censure, mais aussi surtout par la surveillance des populations, et une opportunité de façonnage de l'opinion publique, là encore en façonnant, modifiant, interagissant sur l'information qui circulait sur les réseaux. Et à partir de là, depuis quelques années, toutes les dictatures de la planète se sont mis à bafouer de façon outrageuse cette fameuse neutralité du net, dans le but essentiellement de surveiller les populations. Il faut savoir que les technologies ont considérablement évolué et on est en mesure aujourd'hui de placer un pays tout entier sous écoute. Le temps où on écoutait des personnes ciblées est totalement révolu. Les écoutes de l'Élysée, telles qu'on les a connues sous Mitterrand, c'est vraiment dans l'histoire. Aujourd'hui, on peut placer la totalité d'un pays sous écoute, enregistrer la totalité des conversations, des échanges SMS, des échanges Skype, des échanges Facebook, de toute une population d'un pays, quelle que soit sa taille, pour ensuite aller piocher dans ces données, c'est ce qu'on appelle la big data, et déterminer tout ce qu'on veut, aussi bien des problématiques de lutte contre le terrorisme que d'analyse de l'opinion publique. Et ça, c'est le grand jeu des dictateurs, avec des technologies qui sont pour l'essentiel américaines et françaises, depuis plusieurs années.
Et on voit maintenant apparaître des démocraties qui se déclarent opposées à la neutralité du net, à commencer par la France. Et de façon concomitante, on voit apparaître ces mêmes technologies de surveillance de masse qui commencent à s'installer sur les réseaux français. Vous avez un exemple justement où les démocraties mettent en danger, menacent cette net neutralité ? Ah oui, on vit dans une démocratie, la France, qui a bafoué totalement la net neutralité. Sur cette antenne France Culture, au tout début de l'été, lors des rencontres de Pétrarque, on faisait une table ronde avec Fleur Pellerin qui assurait que, conformément aux promesses de François Hollande, la net neutralité ferait l'objet d'une loi. Il s'avère qu'à l'époque, j'avais de très gros doutes et je les avais exprimés à cette antenne. Et il se trouve que 3 mois plus tard, effectivement, le gouvernement français a déclaré que non, on n'aurait pas de loi sur la net neutralité et que durant le cours de l'été, on s'est aperçu que 2 fournisseurs d'accès, probablement 3, étaient en train de former des alliances industrielles avec des marchands d'armes numériques, qui sont précisément ceux qui sont derrière l'affaire Takieddine, par exemple, et qui installaient des systèmes de surveillance en Libye, en Tunisie, en Syrie. Fleur Pellerin, d'ailleurs, durant cette même table ronde, avait promis d'accélérer le dossier de plainte pour complicité de crimes de torture à l'encontre de Bull à Messis. Le dossier est toujours au point mort. Il se trouve que la revue dans qui avait fourni un système de contrôle pour la Libye, de surveillance et de contrôle pour la Libye qui permettait d'arrêter les dissidents et de les repérer et très concrètement de continuer la dictature sur les réseaux. C'est des sociétés françaises dans lesquelles l'État est lourdement actionnaire, ainsi qu'Orange, lourdement actionnaires qui sont complices de Kadhafi dans cette affaire et qui sont le volet numérique de l'affaire Takieddine. Et très concrètement, ces mêmes industriels aujourd'hui font des partenariats tout à fait similaires avec Orange pour installer ces mêmes technologies dans l'opacité la plus totale sur les réseaux que tous les citoyens français utilisent aujourd'hui. Conjugué au fait que la net neutralité a officiellement été abandonnée comme doctrine par le gouvernement français, nous sommes en train d'installer des outils qui demain permettraient de passer à un mode dictatorial très facilement. Alors je ne pense pas du tout que le gouvernement actuel ait comme intention de se transformer en État policier. Par contre, il porte une très lourde responsabilité sur les conséquences de ce qu'il est en train de mettre en place aujourd'hui. Et sur la continuité démocratique du régime français, il faut quand même rappeler que le régime français n'est pas un long fleuve tranquille, qu'il a connu des très sérieux incidents démocratiques. Et j'aimerais conclure sur une petite histoire sur la responsabilité que portent les gens qui prennent ces décisions technologiques, en vous racontant l'histoire du tout premier fichier de données personnelles, qui est hollandais, et qui à l'origine était le recensement. Donc le recensement a commencé un peu partout en Europe à la fin du 19e siècle. Les Hollandais avaient cette spécificité qui recensait la religion pratiquée parce que l'État finançait les lieux de culte, évidemment à hauteur de leur pratique. Donc en plus d'un recensement classique qui consistait à recenser l'âge et le lieu de résidence et le sexe de chaque habitant en Hollande, il recensait également la religion pratiquée. Et puis dans les années 30, IBM est venu voir le gouvernement hollandais et leur a proposé une technologie qui est l'ancêtre de l'informatique, la mécanographie, avec les cartes perforées, et leur a proposé de passer à la puissance du numérique, parce que c'est vraiment, pour le coup, la mécanographie est la première étape de la numérisation des données. Ce que les Hollandais ont fait, ça a effectivement considérablement amélioré leur administration. Et manque de peau, en 1940, les Allemands ont envahi la Hollande, ont trouvé ces cartes perforées et il leur a fallu quelques heures de travail pour avoir une liste complète de la population juive de Hollande et commencer leur déportation. Et de façon concomitante, les Allemands avaient déjà fait appel à IBM pour informatiser la Shoah, parce que déplacer, exterminer 6 millions de personnes, c'est un challenge en termes de gestion absolument phénoménal. C'est comparable à la gestion d'un aéroport en termes de trafic, de personnes à acheminer. Ça a été fait avec le numérique et ça a été fait avec la complicité d'IBM. Très curieusement, quand les Allemands, après être arrivés en Hollande, ont débarqué en France, ils avaient quand même un problème avec IBM, c'est que c'était une entreprise américaine et ils souhaitaient avoir une indépendance face à ces technologies du numérique. Eh ben, ils ont trouvé en France, à Paris, une société qui s'appelle Bull, qui est la même qui s'est fait pincer en Libye, à aider le régime de Kadhafi. Et ils ont confié à Bull l'informatisation du fichier juif. Et vous connaissez tous ce fichier, vu que c'est devenu ce qu'on appelle aujourd'hui le numéro de sécurité sociale.
qui commence par 1 pour les hommes, par 2 pour les femmes, et ben, à l'origine, il commençait par 3 pour les hommes juifs et par 4 pour les femmes juives, par 5 pour les hommes tziganes, c'était les Roms de l'époque, hein. Ça on a continué avec les Roms, et par 6 pour les femmes tziganes. Et ça permettait non seulement d'aborder d'un point de vue avec une efficacité industrielle la spoliation des biens juifs, ainsi que leur déportation et leur extermination. Et heureusement, un haut fonctionnaire de l'administration française de la statistique, René Carmy, a consciencieusement saboté ce projet, ce qui a évité le pire, mais déjà à l'époque, on trouvait cette société bulle qui aujourd'hui se retrouve à installer des systèmes de surveillance de masse sur les réseaux français. Amira Yayaoui, on va poursuivre avec vous. Alors, tout à l'heure, je vous présentais comme cyberactiviste, blogueuse. Oui, bon, je vois qu'il y a des réactions dans la salle. On va poursuivre quand même notre premier tour de table. Amira Yayaoui, tout à l'heure, je disais que vous étiez blogueuse, cyberactiviste. C'est un qualificatif que vous aimez pas trop. Peut-être vous pouvez nous dire pourquoi, mais aussi nous rappeler quel a été votre engagement, vous, dans la révolution tunisienne, et puis nous dire pourquoi, parce que c'est ce que vous considérez, qu'on a exagéré, au fond, le rôle d'Internet, des réseaux sociaux dans cette révolution tunisienne. Amira Yayaoui. Alors, d'abord, j'ai pas compris pourquoi tout le monde a rigolé. Mais oui, l'exagération révolution numérique a été, pour moi en tout cas, inventée pour les médias pour vendre une belle histoire. Et pareil pour nous, activistes qui avons utilisé Internet, je ne pense pas consciemment par choix, mais parce que c'était le seul et unique espace où il était possible d'agir sous une dictature policière comme celle de Ben Ali, où on n'avait aucun accès aux médias, aucun accès à la rue. Et donc, malgré que l'Internet, sous l'ère Ben Ali, a été censuré, nous réussissons quand même à pouvoir nous organiser par mail, par proxy, etc. Pourquoi je n'aime pas me présenter en tant que blogueuse? D'abord parce que je ne le suis pas. J'ai dû écrire 10 ou 15 articles pendant les 12 ans d'activisme sur le net. Je crois à l'anticensure. Et j'ai été engagée dans le mouvement anti-censure, mais parce que l'anti-censure, c'était lié à le droit de s'organiser, le droit de manifester et la liberté d'expression. Donc, droits fondamentaux qui, exprimés en langage Internet, deviennent le mouvement anti-censure ou la lutte contre la censure de l'Internet. Après, ce à quoi j'ai toujours cru, c'est que d'abord, il est très important qu'on écrive, qu'on agisse sur le net, mais le plus important est d'agir sur le terrain. Et donc, pour revenir en 2008, nous avons organisé la manif qui s'appelle en français, donc en arabe elle s'appelle Nahar al-Ammar, mais en français à la base on voulait l'appeler manifestation réelle pour une liberté virtuelle, et où j'avais appelé donc tout le monde à sortir dans la rue pour demander la libération d'Internet, cet espace virtuel. Cette manifestation a été réprimandée en Tunisie et certains leaders de cette manif ont été arrêtés donc par le régime Ben Ali, et nous avons à l'époque réussi à faire la première manifestation ici, à Paris, qui était devant l'ambassade de Tunisie, donc à Paris, et où pour la première fois on voyait des gens qu'on ne connaissait pas. Donc des gens qui étaient touchés par cette censure, mais parce que tout simplement ils avaient envie de pouvoir regarder un clip de Patrick Bruel sur YouTube, et YouTube était à l'époque censuré. Donc à partir de là, ça c'était avant. Après, ce qui s'est passé, c'est que Bouazizi, de son coin très loin, Sidi Bouzid, et de sa situation très pauvre, n'était pas quelqu'un qui avait une connexion de 20 mégas avec un laptop et un iPhone. Et donc, et pareil pour les personnes qui sont sorties en premier lieu à la rue. Mais ce que Internet a aidé, c'était de sortir l'information. Donc, la manif était réelle, les balles étaient réelles, et d'ailleurs il s'est réellement brûlé, il est vraiment mort,
Et ce qu'on a fait, c'est que certains cyberactivistes sont allés sur le terrain, ils ont pris des vidéos, ils ont envoyé les vidéos via mail, parce qu'à l'époque, il n'y avait aucune autre solution. Et ça, très important aussi, qu'on oublie souvent, c'est que ces vidéos-là ont eu un impact petit, relatif, quand ils étaient partagés sur Facebook et sur YouTube et sur Twitter, mais qu'elles ont commencé à avoir un impact immense quand ils ont commencé à être partagés sur France 24, sur Al Jazeera, sur France 2. Donc, Internet est un outil qui a énormément aidé les révolutions arabes, en tout cas la révolution tunisienne, qui a peut-être, si on parle de révolution syrienne, a beaucoup plus d'importance que l'impact qu'il a eu sur la révolution tunisienne ou égyptienne. N'empêche, dans un pays où Internet et l'accès à Internet est de l'ordre de moins de 40%, 35% à peu près, et où le Tunisien est très pauvre, d'où cette révolution socio-économique, nous ne pouvons pas parler de révolution numérique. Juste un mot, puis je passe la parole à Andrea Briganti. Qu'est-ce que vous pensez concrètement qu'Internet et la culture numérique en général a changé en Tunisie? Ouais. Qu'est-ce qu'elle peut encore changer et qu'est-ce qu'elle peut pas changer? Où sont les limites au fond, en quelques mots? Alors, ce qu'elle a changé, c'est que quand on vit dans une démocratie, par exemple vous, si je vous envoie maintenant en Corée du Nord, vous n'allez pas vous sentir bien, vous ne pouvez pas vous taire. C'est pas possible, vous avez l'éducation de la démocratie. Nous, enfants d'Internet, on a la culture de la transparence, on a la culture de la participation. Et ça a une implication réelle sur le terrain. Je travaille en Tunisie sur l'Observatoire de l'Assemblée constituante et mon travail est 80% de plaider pour les libertés et les droits fondamentaux dans cette nouvelle constitution. Une chose que les élus ne comprennent pas, mais vous n'avez pas le droit d'écrire la Constitution tout seul. C'est la nôtre. On a le droit de participer à la création de cette Constitution. C'est très dur. Et dans le sens, pour nous, donner un mandat et quelque part déléguer juste le droit d'écrire, mais certainement pas le pouvoir de décider. Et pour eux, avoir un mandat, c'est avoir le pouvoir de décider pour vous. Et donc, par exemple, des grandes batailles pour ceux qui suivent un peu l'actualité tunisienne, c'est la bataille pour la transparence, pour écrire le principe de la transparence dans la Constitution. C'est la bataille qui est en train d'être gagnée sur la participation citoyenne. Nous avons obligé l'Assemblée constituante à organiser des séances de débat avec les citoyens, même s'ils n'y croient pas, mais en tout cas, ils sont obligés de le faire. Et quand on voit tous les noms des personnes qui agissent pour plaider pour ça, on voit que c'est des fils du net tunisien. Andrea Briganti, alors vous êtes sociologue. Les sciences sociales, c'est vrai, sont toujours évidemment intéressées aux masses, aux foules, aux soulèvements, aux révolutions. C'est des objets qui vous intéressent beaucoup. Or, dans le cyberespace, c'est vrai que ce concept de foule, il est totalement modifié. Ces nouvelles foules numériques, peut-être qu'on pourrait les appeler comme ça, au fond, elles correspondent pas aux foules physiques qu'on a connues dans le passé, que les sociologues ont étudiées dans le passé. Alors comment est-ce que vous faites, vous, en tant que sociologue, comment est-ce que la sociologie peut faire pour appréhender ce nouvel objet, cette nouvelle foule numérique? Andrea Briganti. Oui, avant, Florian vous posait la question des valeurs. C'est vrai que la question des valeurs est aussi une question des mesures, si on veut. Notre âge, je pense, elle a un problème de mesures. Les mesures sont en train de changer, au moins. Vers la fin du 19e siècle, il y avait deux prédictions concernant le 20e siècle. La première prédiction, c'était par Gustave Le Bon, le psychologue des foules. Il disait « Notre âge sera l'âge des foules ». Et de l'autre côté, il y avait un monsieur un peu particulier qui c'était Gabriel Tarde, sociologue ou pour mieux dire interpsychologue, car il visait fonder une discipline qui se serait appelée interpsychologie. Il disait pas du tout notre âge va être l'âge des publics. Donc, même rétrospectivement, ce n'est pas facile de dire si on est rentré dans un âge des foules ou dans un âge des publics.
C'est vrai que les foules ont été l'objet d'une très grande attention pendant tout le XXe siècle, et les mouvements, même les totalitarismes en Europe, se sont expliqués comme des mouvements de prise de pouvoir à travers la foule et tout ça. Mais en même temps, il y a toujours des basculements, parce que le public qui était censé au moins par tard d'être une espèce de créature plus acculturée, plus capable de produire des opinions, et les sujets d'une certaine façon de l'opinion publique basculent toujours vers quelque chose de l'ordre de la foule. Et donc, la question est toujours, d'une certaine façon, qui sommes-nous? Est-ce que nous sommes des foules? Est-ce que nous sommes des publics? La foule était un sujet, si j'ose dire, excessif, perçu en tant qu'un excès difficile à gouverner et très lié au soulèvement, tout ça dans les rues, dans les villes. Tandis que le public était un sujet plus noble, apparemment plus noble, même Tard disait l'éphémocratie des foules et la gérontocratie des publics. Mais là, effectivement, la critique de la sociologie du XXe envers le public, c'était la critique de la passivité du spectateur. Donc voilà, Adorno, même Guy Debord, la passivité, l'isolement du spectateur vis-à-vis d'un processus de spectacle, un processus si on veut, qui nous isole, vers lequel on devient passif. C'est vrai que la participation, on vient de l'écouter, effectivement, c'est une espèce de nouvelle découverte. On devient ravi de la participation, on se contente plus de la représentation. Alors là, la question de la mesure, c'est évidemment la question si la démocratie est une espèce d'hors-mesure, dans le sens d'une espèce d'aspiration collective. La réalisation de cette aspiration dans la modernité, c'était l'État vraiment en tant que mesure, en tant que grand organisateur de mesures pour les gens, pour le peuple, pour les populations. La participation a été un peu, si vous voulez, mise à côté dans une espèce de vision plutôt institutionnalisée de la démocratie. Et plus récemment, on a vu avec les nouveaux médias que la participation revient de plus en plus au centre et donc on est la première heure de nouveaux médias, c'était une heure de bonheur pour une espèce de participation retrouvée. Mais de plus en plus, on s'aperçoit aussi que la participation, est-ce que la participation est un bien en soi? Est-ce que la participation est en valeur en soi-même? Parce que si on réfléchit, on peut penser même que des pratiques telles que les lynchages, par exemple, les lynchages est une pratique très participative, on peut dire. Et au bout du coup, si on remonte à l'œuvre incontournable de Michel Foucault, par exemple, Michel Foucault démontrait déjà que la surveillance même est une pratique participative. C'est vrai, la surveillance implique des inspections en surprise, des pratiques de contrôle du corps. Elle trouve son point d'application d'un corps. Mais les corps, qu'est-ce qu'ils font les corps? Quand on arrive dans un aéroport, par exemple, on voit très bien que la surveillance d'un aéroport fonctionne en masse parce que chacun de nous se dispose vraiment à se faire inspectionner. Donc là, on voit une autre dimension de la participation que, si on voit, c'est une dimension plutôt côté d'une participation à notre même subjection, si on veut, au pouvoir. Donc la question ça devient un peu plus floue, je dirais, un peu plus ambiguë. Mais justement, poursuivons dans ce sens-là. Vous disiez hier c'était la critique de la passivité. Aujourd'hui, c'est l'ère de la participation. On a l'impression quand même que dans ce cyberespace, il y a parfois ce phénomène qui est que de toutes petites minorités peuvent influencer de grandes communautés, ou qu'au fond les rapports entre minorité et majorité sont totalement à repenser là une fois encore. Est-ce que les masses au fond existent encore dans ce cyberespace? Quel est leur
pouvoir, comment est-ce qu'elles peuvent s'illustrer, s'exprimer? Oui, il y a toutes sortes de dimensions nouvelles, je pense, à prendre en considération, parce que dans les débats sur les foules fin 19e siècle, la question a été posée plutôt en termes de suggestion, d'influence, il y a là un très grand débat très intéressant sur l'effet hypnotique, imitatif des comportements des masses, des foules, qui vient de ces comme des miroirs, on se voit, et des effets de boule de neige, donc de petits comportements qui viennent réfléchir de plus en plus et s'amplifient. Là, c'était la question de l'imitation, si on veut. Mais en même temps, la question de l'intensité du lien social. Non? La sociologie de l'antième a été plutôt une sociologie des institutions, des organisations, des diagrammes, si vous voulez, formels. Et on a raté la dimension, si on veut, passionnelle de notre existence sociale. Et aujourd'hui, on se retrouve dans cette dimension vraiment à plein titre, je dirais. Parce qu'effectivement, qu'est-ce qui passe dans les nouveaux médias? On participe beaucoup, c'est vrai, mais on a des dimensions nouvelles, par exemple la visibilité qu'on vient de discuter, les rythmes dans lesquels on participe, dans lesquels on envoie des messages et on réagit à des messages. Donc là, par exemple, les rythmes, la visibilité, ce sont toutes des nouvelles dimensions à explorer, parce que, par exemple, on peut penser que quand les rythmes de communication deviennent de plus en plus étroits, de plus en plus denses, ce qu'on voit, ce sont même de nouveaux phénomènes qu'on ne connaît pas forcément très bien. Qu'est-ce que les paradigmes réactifs qu'on vit toujours, chaque jour, quand on réagit à un mail, à un Twitter, à un message Facebook et tout ça, on est pris vraiment dans quelque chose, on est pris dans une espèce d'enjassement collectif, mais on ne sait pas trop bien où ça commence, vers quelle dimension on se déplace d'une certaine façon. Vous étiez en train d'écouter donc Mila Douei, Fabrice Epelboin, Andrea Briganti et Amira Yayaoui autour de cette question entre renaissance citoyenne et transparence politique, révolution numérique ou contrôle des libertés. C'était la première partie de l'une des 3 tables rondes proposées lors des 19e rencontres d'Averroès qui se sont tenues le 22 et 23 novembre dernier. Vous pourrez entendre la suite demain. La 3e table ronde animée par Thierry Fabre jeudi. Quant à la première, elle est d'ores et déjà disponible sur le site internet de France Culture. Avant de nous quitter, place à la chronique Frontières d'Alexis Ipatovsev. Alexis qui ce matin nous emmène du côté de l'île de Pâques. Un extrait du film Ghostbusters 2, connu en France sous le titre SOS Fantôme 2,
pour vous annoncer une triste nouvelle, le tournage du 3e épisode, tant attendu, des aventures comiques d'un groupe de parapsychologues et de leur combat contre les phénomènes surnaturels est repoussé à la fin de l'année prochaine. Vous vous souvenez peut-être de cet épisode quand les chasseurs des fantômes animent la Statue de la Liberté, la scène la plus impressionnante de tous les films? Je me suis dit que les créateurs de la comédie ont eu l'idée de faire marcher la statue en pensant aux célèbres statues géantes de la minuscule, seulement 23 km dans sa plus grande dimension, île de Pâques ou Rapa Nui en langue locale. De la carrière de basalte où elle était taillée jusqu'au site où elles sont encore disposées, ils ont été déplacés sur 5 km de distance en moyenne et selon la légende locale, les statues savaient marcher. Mais ce genre de phénomène surnaturel se produisait à l'époque innocente, avant l'arrivée des colons divers successifs, la quasi-extermination des autochtones avant l'annexion de l'île par le Chili en 1888. Il n'y a pas si longtemps encore, racontent les vieux, un sentiment d'isolation profond dominait ce morceau de terre perdu dans le Pacifique. Les chevaux étaient le mode de transport le plus répandu, peu d'avions atterrissaient sur l'île. La langue locale, le Rapa Nui, était dominante. Mais en 2007, la réforme administrative a permis aux continentaux de s'installer sur l'île. 5 ans après, on voit le résultat. La langue espagnole est dominante. Les voitures sont plus nombreuses que les célèbres statues marchandes. Et les continentaux sont plus nombreux que les autochtones, 3000 contre 2800 Rapa Nui, qui, eux, nourrissent un ressentiment croissant envers les nouveaux installés et le gouvernement de Santiago, et observent avec envie leurs voisins. Madame, Monsieur, bonjour. L'image de la semaine, c'est la poignée de main de 3 hommes, Lionel Jospin, Jacques Lafleur et Roch Wamitan, 3 mains croisées qui scellent l'avenir de la Nouvelle-Calédonie vers une plus large autonomie. Cette image restera le symbole d'une évolution négociée de l'État français et de ses anciennes colonies. Mais cet accord ne résout pas tout, car il n'a pas, vous allez le voir, la même signification pour tout le monde. Il ne faut pas oublier que nous sommes loin des côtes chiliennes, ne cesse de répéter le leader du mouvement indépendantiste, le Parlement de Rapa Nui, Leviante Araki, et que nos voisins les plus proches sont les îles Pitcairn, et que nous ne faisons pas partie de l'Amérique du Sud, comme le Chili, mais bien de la Polynésie. Les exemples de nombreux territoires polynésiens qui ont obtenu ou sont en train d'obtenir un degré d'autonomie considérable inspirent beaucoup les anticolonialistes, car pour eux, le Chili est l'unique pays d'Amérique du Sud possédant une colonie à 3700 km de ses côtes. Les Rapa Nui n'apprécient guère que les Chiliens du continent bénéficient des subventions pour venir s'installer sur l'île et qu'ils occupent des rares emplois bien payés dans le tourisme. Le ressenti des insulaires s'est cristallisé récemment autour des efforts, vains en fin de compte, d'un clan des Rapa Nui pour récupérer un terrain sur lequel un hôtel de luxe a été construit. Des émeutes ont éclaté en 2010. Plusieurs bâtiments officiels ont été occupés par les autochtones. Plusieurs personnes ont été blessées lors de l'intervention de forces de l'ordre pour les libérer. Et puis cette année, le Parlement de Rapa Nui a entamé des démarches officielles auprès des autorités chiliennes pour obtenir l'indépendance du territoire. Bon, il faut dire que les Rapa Nui ne sont pas unanimes dans leur désir de tracer une frontière politique entre l'île et le continent. Le Conseil des aînés, une autre organisation politique des autochtones, pointe que l'île dépend du Chili pour ce qui est de la santé, des télécommunications, du transport, de presque tout ensemble. Couper les liens avec Santiago voudrait dire retourner dans le passé et manger de l'herbe, s'insurge dans les colonnes de New York Times le président du Conseil. Santiago, de son côté, réfléchit en urgence à une nouvelle législation régulant la migration sur l'île, pense à améliorer l'éducation bilingue et même accorder une certaine autonomie dans la gestion des finances. Tout cela après 50 ans d'oubli total, reconnaît un fonctionnaire chilien, et avant qu'il ne soit trop tard, tant que les indépendantistes, à la manière des personnages de SOS Fantôme, n'ont pas encore ranimé les statues de l'île de Pâques et ne les a pas fait marcher vers l'indépendance. Frontières, la chronique d'Alexis Patovsev que vous pouvez retrouver sur le site internet de France Culture.
Merci beaucoup à toute l'équipe de Culture Monde, Lucille Como, Pauline Blisten, Antoine Dulster. À la technique ce matin, c'est Élise Leu. À la réalisation, c'est Doria Zénine. On se retrouve demain pour la suite de cette série autour des débats qui avaient eu lieu donc lors de cette 19e rencontre d'Averroès. Mais dans un instant, c'est la grande table avec Caroline Brouet, juste après le journal de la rédaction à midi. Mais avant, la micro-fiction. Très bonne journée sur France Culture et à demain.